Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Richard Ferrand, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, cher Bruno Studer, Monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information, cher Tafik Jelassi, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de me trouver virtuellement à vos côtés ce matin pour introduire les travaux que vous mènerez ensemble à l'occasion de ce colloque international pour un web des Lumières. L'ambition n'est pas mince, puisqu'il s'agit de remettre la culture numérique au service du projet d'émancipation des Lumières. Ce thème de réflexion est éminemment central et international, éminemment politique, éminemment stimulant. Merci à l'UNESCO, au programme TESACO de l'Académie des sciences morales et politiques et à l'association Le Plus Important de mobiliser des intervenants de si haut niveau, venant du monde entier, et de nous permettre de nous saisir de ces enjeux. Il y a 32 ans, lorsque Tim Berners-Lee inventait le web, ce projet portait intrinsèquement une promesse prolongeant celle des Lumières, une forme d'achèvement de l'idéal de l'encyclopédie. Chaque individu pourrait avoir accès à la totalité de la connaissance. Chaque individu pourrait avoir un accès immédiat à la parole publique. Plus d'intermédiaires entre les savoirs et les individus, plus d'intermédiaires entre l'émetteur des messages et leur récepteur. La conversation planétaire des esprits éclairés promettait une ère d'accélération de l'innovation, de progrès continu et de relèvement substantiel du niveau des débats. 30 ans après, et sans méconnaître les formidables avancées permises par le numérique, on doit dresser un constat plus nuancé. Le numérique, notamment Internet et les réseaux sociaux, est devenu un des principaux moyens par lesquels nous accédons à l'information et à la culture. C'est aussi, de manière croissante, le numérique qui produit lui-même l'information et la culture. Mieux, il oriente de plus en plus fortement, via l'économie de l'attention, notre capacité à penser par nous-mêmes et à former nos choix individuels. Il oriente aussi non seulement le contenu du débat public, mais la nature même de l'espace public, c'est-à-dire notre capacité à délibérer et donc à former nos choix collectifs. La culture numérique est donc au XXIe siècle au cœur des batailles pour la culture, celle que l'on ne peut pas se permettre de perdre, car elle conditionne désormais non seulement l'accès à la culture dans tous les domaines, mais aussi la capacité de création culturelle elle-même. Mais certains nous alertent en particulier sur les dangers du café du commerce numérique. Les recherches les plus poussées nous montrent que les fausses nouvelles circulent beaucoup plus vite que les informations issues d'enquêtes fouillées. Certains ont cru pouvoir parler de faits alternatifs, quand la réalité contrariait simplement leur tentation de l'hubris. Des lanceurs d'alerte nous redisent aujourd'hui avec force que la haine en ligne et l'opposition des uns contre les autres sont devenus un commerce florissant. Au final, ce qui aurait dû être un espace public où la liberté de circulation des idées et des œuvres primait, se trouve soumis à une série de barrières d'octroi érigées par des acteurs privés mus par leur intérêt propre et jouant de leur position dominante. Tout cela appelle une régulation renforcée et résolue. Beaucoup a été déjà fait. Je songe à la loi contre la manipulation de l'information, aux dispositifs mis en place pour lutter contre la haine en ligne, aux droits voisins des éditeurs de presse. Les régulateurs publics prononcent des sanctions au montant croissant contre les multinationales numériques oublieuses de leurs devoirs. Nous pouvons encore progresser et les années qui viennent seront, j'en suis sûr, décisives de ce point de vue. Avec le DSA et le DMA, l'Union européenne se saisit aujourd'hui de ces enjeux centraux.
il faut sans doute aller plus loin autour d'un mot clé, la responsabilité. Elle vaut pour les émetteurs de contenu en ligne qui doivent pleinement répondre de leurs écrits dans la tradition de notre Déclaration des droits et de la loi de 1881. Elle vaut pour les plateformes en ligne. Ces dernières ne peuvent pas espérer que le métier consistant à mettre en relation des milliards d'utilisateurs avec des milliards de contenus ne s'accompagne d'obligations renforcées de modération et de vigilance. Je le crois intimement. Sans la responsabilité, la liberté peut se transformer en tyrannie. J'imagine que cette question essentielle sera abordée lors des tables rondes que vous consacrerez à la protection de notre démocratie à l'ère numérique, à l'économie de l'attention ou encore aux potentialités que le numérique porte en lui pour l'accès à la culture des jeunes générations. Je ferai en sorte de consulter les conclusions de vos travaux. Ils nourriront, j'en suis sûr, la réflexion collective et, je l'espère, l'action publique. Je voudrais, pour finir ce propos introductif, partager avec vous deux convictions profondes. Je crois d'abord que nous devons être capables collectivement de renouer avec la conversation française. L'esprit français, c'est le sens de la répartie, celui de la finesse. Comment se satisfaire de ce salmigondis d'exclusion, de mise à l'index et d'anathèmes qui hantent désormais le débat public sur les réseaux sociaux? Le terme de débat devient d'ailleurs impropre car bien souvent, plus personne ne s'écoute. On se disqualifie, on s'insulte, on s'exclut. Je ne peux pas croire que nous n'arrivions à en sortir. Je crois aussi, et c'est un message d'espoir, que les progrès technologiques et l'innovation peuvent aujourd'hui réellement être mis au service de la démocratisation culturelle, de l'accessibilité, de la rencontre avec de nouveaux publics. Je songe en particulier à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à l'immersivité. La vocation de l'innovation est de lever les barrières. Malgré tous les efforts accomplis, il y a encore beaucoup à faire pour rapprocher les publics des œuvres, de leur beauté et de l'émotion qu'elles procurent. Nous pouvons dans ce domaine accomplir des progrès de géants. C'est pourquoi les pouvoirs publics se mobilisent résolument sur ce sujet. Le président de la République vient d'annoncer que la production de nouveaux contenus culturels et créatifs était un des 10 objectifs du programme France 2030. 600 millions d'euros seront consacrés à ce thème dans les prochaines années pour construire les studios du futur, renforcer nos formations d'excellence et créer de nouveaux contenus 3D et immersifs. Ces sommes s'ajouteront aux 400 millions d'euros que nous consacrerons dans le cadre du 4e programme des investissements d'avenir à l'accélération de l'innovation dans tous les domaines des industries culturelles et créatives. J'ai annoncé notre stratégie en la matière à la fin du mois de septembre. Au total, c'est 1 milliard d'euros qui est aujourd'hui prévu pour transformer en profondeur nos industries culturelles et créatives. 2 objectifs nous guident. Qu'à l'ère du numérique, la culture française continue durablement de nourrir notre imaginaire, que se fortifie la double promesse qu'elle porte en elle, celle de l'émancipation individuelle et celle du lien collectif. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous de fructueux travaux. Thank you.